Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On est aujourd'hui en compagnie d'un écrivain, d'un essayiste et d'un romancier peut-être d'abord. Bonjour Nicolas Chemla. Bonjour Antoine Mercier. On va poursuivre avec vous la réflexion qu'on a déjà entamée sur la manière dont l'antisémitisme a pu prospérer après les massacres du 7 octobre. Vous êtes un très bon connaisseur de la société américaine, la culture américaine, en particulier ce qu'on appelle la pop culture. Vous avez assisté vous-même aux États-Unis à la naissance, au moment de la naissance du mouvement woke. Vous nous direz donc quels sont, selon vous, ces soubassements idéologiques, la manière dont surtout ce mouvement a investi toute une culture de masse américaine aujourd'hui. Avant cela, peut-être, puisque vous vivez en France, un mot de la manière dont vous vivez personnellement cette période depuis le 7 octobre. Comment cela se passe pour vous? Qu'est-ce que vous percevez autour de vous? Oui, alors ça va être un peu plus qu'un seul mot, parce que c'est évidemment une situation très compliquée et très violente en fait, j'ai envie de dire. Donc le 7 octobre, ma première réaction, donc c'est une réaction en 3 ou 4 temps. Première réaction, c'est d'abord je suis passé tout de suite à autre chose parce que c'est vrai qu'il y a j'ai un rapport un peu ambigu à Israël. Non pas que je soutienne pas le pays, bien sûr, mais quand on grandit en France, on, on se sent toujours un peu coupable d'être là, de pas être là-bas. Et puis, il y a aussi une forme de rapport conflictuel dans le sens où moi, je fréquente beaucoup de gens qui se disent de gauche, qui travaillent dans des milieux culturels ou même humanitaires, et donc qui sont assez violemment antisionistes. Et donc, pour moi, c'est un peu l'angle mort de ma relation à ces gens-là et donc un peu au monde, quoi. Donc, ça fait bien avant le 7 octobre, depuis 20 ou 30 ans, que j'ai des amis avec lesquels je sais que je ne peux pas en parler. Et une forme de lassitude aussi, je dois bien dire, parce que donc depuis bientôt 50 ans que je suis sur Terre, je suis accompagné régulièrement des nouvelles, des attaques et des guerres. Et donc, c'est vrai que la première réaction, ça a été de dire, bon, c'est triste, mais je passe à autre chose. Et j'avais pas vu les détails de l'attaque, et c'est le lendemain seulement que j'ai pris conscience de la violence inédite et inouïe de cette attaque. Donc j'étais vraiment sidéré, l'impression que le sol s'ouvre aux pieds. Je me souviens avoir rappelé mes parents qui avaient peut-être été un peu choqués de ma propre réaction la veille, puisque j'avais vraiment balayé le truc d'un revers de la main. Et j'ai bien senti qu'on avait besoin de se confier l'un l'autre sur nos souffrances, enfin sur notre abasourdissement, quoi, ébahissement. Voilà. Et la réaction suivante, c'est de remarquer, donc vous le disiez, je suis un observateur au premier rang aussi bien de la pop culture que de la culture américaine. J'ai vécu là-bas, j'ai vécu en Californie plusieurs années. J'ai beaucoup d'amis très démocrates américains, premier sur les lignes dès qu'il s'agit de manifester son indignation sur tous les sujets. Il y a ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le virtue signaling, qui est le signalement de la vertu. Donc c'est un peu cette injonction à signifier son indignation face à des drames de l'actualité ou à des propos qu'aurait tenus tel ou Oui, tel républicain oui. ou telle personne. Le fait de marquer qu'on est dans le bon camp, quoi. Voilà, marquer qu'on est dans le Oui. bon camp. Donc Mm. typiquement, on l'a fait en France aussi, hein, avec Je suis Charlie après les attaques de Charlie Hebdo. Avec Black Lives Matter, c'est aller beaucoup plus loin sur le fait de mettre ce petit drapeau noir qui signifiait, voilà, si on le mettait pas, on était forcément du mauvais côté, avec aucune possibilité en fait de soulever des interrogations. On y reviendra plus tard sur les implications, au-delà évidemment de partager la souffrance des Noirs américains, de devoir adhérer en fait à tout un ensemble de préceptes et de principes idéologiques qui peuvent pour certains paraître contestables. Voilà, donc pareil sur l'Ukraine, enfin je vous les petits rubans, le drapeau ukrainien, mais sinon c'est aussi les rubans roses, rouges, enfin de toutes les couleurs que vous voulez pour signifier votre soutien à telle ou telle cause. Et donc mon point c'est que en fait après les attaques du 7 octobre, tous ces amis français, américains ou anglais ou australiens que je voyais toujours très, je vous dis très très immédiatement vocaux exprimer leur indignation, là c'était le silence. Et donc ce silence
tout de suite est très gênant, très perturbant, et en même temps pas vraiment surprenant, parce que je vous dis, moi ça fait quand même plusieurs décennies que je vois bien que c'est une espèce d'angle mort et d'impossibilité en fait presque conceptuelle, j'ai envie de dire, pour eux d'exprimer le soutien à Israël. C'est-à-dire que là, dire oh là là, ce qui s'est passé c'est terrible, en fait ça revenait à montrer une forme de sympathie vis-à-vis des Israéliens. Et ça, moi, je le voyais très clairement de par ce silence. Et donc, il y a des silences qui sont beaucoup plus bruyants que des mots. On voyait bien qu'on atteignait là le point de non-retour, quoi, l'impossibilité. Donc là, je vous parlais de l'abîme qui s'ouvre sous nos pieds. Bah là, c'est encore plus ça. Le silence, il vient renforcer ce sentiment de solitude absolue, quoi, dans l'univers, le gouffre qui s'ouvre, quoi. Et puis très vite après, donc tout ça se passe en 36 ou 48 heures, hein, dès qu'Israël lance la riposte, alors là, on voit bien les petits drapeaux partout, le soutien au peuple israélien, très vite aux Palestiniens, on dénonce l'attaque, le génocide, la violence, la barbarie. Et donc en parallèle de ça, on voit aussi se multiplier les discours de politique ou de personnalité qui commencent à parler de résistance et de dire qu'après tout, la violence de ces attaques, elle est, euh, elle est un acte de résistance. Donc déjà ce terme, moi Ouais. j'imagine que c'est Jean Moulin qui se retourne dans sa tombe, mais bref. Euh, donc Et donc, ça n'a pas évolué, cette difficulté relationnelle, elle persiste encore aujourd'hui et peut-être même mais elle est encore s'approfondit pire, encore. elle est encore pire. Alors donc oui, je voulais vous raconter vite fait deux, trois petites anecdotes donc qui vont dans le sens de la réponse à cette question, comment je l'ai vécu personnellement. C'est en fait en permanence et quasi quotidiennement un renvoi à des attaques que, que moi je prends forcément comme des attaques dans mon sang, quoi, dans ma chair, enfin à mon peuple. Et donc typiquement, alors je me souviens très bien, un mois après les attaques, je suis allé dans un concert un peu branché, je sais plus, c'était au Trianon, une petite DJ coréano-brooklynienne, donc une bonne petite américaine, enfin que par ailleurs j'adore, hein, je suis allé la voir en concert parce que je l'aime beaucoup, donc qui nous fait son concert. Alors donc elle est d'origine coréenne, hein, donc voilà, et brooklynienne, bien gauche. Américaine engagée, violemment anti-Trump évidemment, elle fait son concert et à la fin du concert elle parle et elle termine son concert en disant voilà on a tous besoin aujourd'hui, je suis très content d'être avec vous, de partager ce moment, de machin, et donc on a tous besoin de paix sur terre, et donc je finirai sur ceasefire now, cessez le feu maintenant. Et elle lève le poing, tout le monde, explosion de joie dans l'audience, quoi. Et moi, à nouveau, j'ai ce sentiment d'être tout seul au milieu du truc et envahi par des gens dont je me dis, mais attendez, ceasefire now, évidemment qu'on veut le cesser le feu, mais il n'y a pas un mot pour, en fait, peut-être libérer les otages en même temps que ceasefire, ça ferait un peu sens. Et on y reviendra plus tard, mais la puissance de ceasefire now, comme la puissance de Black Lives Matter, c'est des pensées hashtag, quoi. C'est-à-dire que on ne peut être que d'accord avec ça, mais sauf que ce que ça ne dit pas est aussi violent que ce que ça dénonce. C'est-à-dire que ceasefire now, sans parler des otages, sans parler de la violence des attaques du 7 octobre, moi je le ressens comme une violence. Puis alors là, je vous dis, en plus, imaginez, vous êtes dans un hall de concert, il y a 2000 personnes autour de vous. Bref, donc je suis parti vraiment à la tête sous les épaules. Et un autre exemple dont je voulais vous parler, c'est euh, j'ai partagé j'étais pas le seul, hein, ça avait pas mal tourné sur les réseaux sociaux à l'époque, le discours d'une autrice iranienne dont j'oublie systématiquement le nom, qui s'appelle Abnous Salmani. Qui vient de Oui. sortir un livre chez Grasset, et elle a fait un discours absolument magnifique et sidérant et bouleversant lors de la remise du prix de la laïcité l'an dernier. Et donc c'est un discours dans lequel elle dénonce, mais de manière très très mesurée et très, à mon sens, intelligente, la menace islamiste en France, non pas au sens de menace terroriste, mais vraiment au sens de menace idéologique, d'emprise sur la pensée, d'inversion aussi des rôles et des valeurs, en faisant passer, par exemple, un instrument d'oppression de la femme comme au contraire
forme de libération de l'oppression blanche et patriarcale. C'est quand même une aberration de la pensée. Donc, et ça dure 17 minutes. Et donc moi, j'envoie ça à 2 amies à moi qui sont toutes les deux travaillant dans l'humanitaire et pareil, très très engagées. Et j'envoie ce discours parce que il me semble, enfin, je me sens moins seul, mais pas par rapport aux attaques du 7 octobre, en fait, juste par rapport à ce besoin de dénoncer un phénomène qui est quand même un peu inquiétant en France. Dans le discours, elle consacre 30 secondes aux attaques du Hamas, et donc la salle applaudit, et ça s'inscrit parfaitement dans son raisonnement. La réponse que j'ai obtenue d'une de mes amies, dont je sais qu'elle est violemment antisioniste, elle me dit oui, c'est dommage tout de même qu'elle ne parle pas des victimes palestiniennes qui n'ont rien demandé à personne. Donc j'envoie 17 minutes de discours, pas sur ce sujet-là, sur lequel il n'y a que 30 secondes sur le Hamas. Le seul point sur lequel elle réagit, c'est elle ne dit rien des victimes palestiniennes qui n'ont rien demandé à personne. Et elle envoie une autre vidéo d'un comique, entre guillemets, qui s'appelle Naïm, qui cartonne sur les réseaux sociaux. Et mon point, c'est la force du ricanement, en fait. C'est une vidéo dans laquelle ce garçon, on est juste avant la marche contre l'antisémitisme, à laquelle, donc, vous avez vu, il y avait des débats sans fin pour savoir s'il fallait ou non y participer, ce qui est quand même à nouveau un peu sidérant. Et donc le type en fait explique d'abord que Macron y est quand même allé très doucement sur l'appel au cessez-le-feu, donc impliquant derrière dans ses blagues que quand même il est un peu à la solde de qui on sait. Et puis derrière il explique que cette marche à laquelle on leur demande de participer, l'heure étant les jeunes rebeux et les gauches, les militants de gauche en général. C'est quand même, on dit que c'est pas politique, mais c'est quand même le gouvernement qui en fait la demande. Et donc la salle rigole. Derrière, il enchaîne en disant, mais donc en fait, c'est un peu comme le chouchou de la classe quand on est en 5e, et donc il faut pas s'étonner derrière si le chouchou il se fait casser la gueule, pardonnez l'expression, à la récré, parce que c'est normal. Quand on est le chouchou, bah forcément. Donc, on répond à un discours de 17 minutes, brillant, intelligemment construit, d'une femme qui dénonce toutes les oppressions et l'emprise idéologique d'un mouvement véritablement fasciste, hein, qui empêche aujourd'hui des professeurs d'enseigner certaines œuvres d'art ou littéraires. On répond à ça par 5 minutes de ricanement qui justifie, enfin pas justifie, mais qui valide et promeuvent tous les clichés de l'antisémitisme, c'est-à-dire voilà, ils contrôlent le gouvernement comme des maîtres de marionnettes, et puis c'est les chouchous, et donc non seulement justifie les clichés, mais justifie les attaques, c'est-à-dire en disant faut pas s'étonner si derrière on leur fait du mal. Donc voilà comment. Merci beaucoup, ça décrit très bien, je crois, ces exemples que vous donnez, l'ambiance dans laquelle effectivement on peut vivre en France quand on est juif, finalement, il faut le dire, puisque c'est quand même là où le clivage se produit le plus de manière majoritaire. Je voudrais qu'on revienne sur cette culture woke quand même, qui est un petit peu à l'origine ou à la racine de tout cela. On en parlait récemment avec Éric Méchoulan sur ce nouveau courant de pensée qui est devenu donc une doxa contemporaine. Tout l'Occident est coupable de crimes contre l'humanité, toute sa richesse venant d'une usurpation, d'une spoliation. Le chouchou, finalement, peut-être aussi, on retrouve cette idée. Comment cette image de l'homme blanc, coupable de tout, s'est finalement infiltrée dans les esprits, comme on vient de le voir là, mais aussi dans toute une culture, la pop culture aux États-Unis, Nicolas Chemla. Oui, alors, donc, effectivement, il y a une double évolution, enfin, concomitante de ce qu'on appelle la creative class aux États-Unis, donc qui sont les élites côtières Est et Ouest, via les universités et les médias, notamment les plateformes de streaming, qui promeuvent à tout va, parce que culpabilité de l'histoire américaine, de la violence du racisme américain qui est autrement plus virulent que ce qui se passe en France, hein, par ailleurs. Mais voilà, globalement, suite à
ce qu'on appelle la French Theory, donc qui à mon sens aussi est très mal pensé, hein, parce que moi j'ai étudié à la SOAS, qui est la School of Oriental and African Studies à Londres, qui est vraiment le berceau de la pensée décoloniale en Europe, qui a été, pour vous dire, la première université dans les années 2010 à proposer de déblanchir le programme de philo, prétextant qu'il y avait trop de blancs, enfin qu'il y avait que des blancs de fait, hein, dans le programme de philo des premières et deuxième années, bien que par ailleurs ce soit une des meilleures universités pour étudier les philosophes orientaux et non occidentaux, on va dire. Et en fait, dans les débats qui ont accompagné cette volonté de déblanchir le programme de philo, arrivait très vite en fait la contestation des Lumières, des Enlightenment. Donc la période des Lumières elle-même est perçue par certains professeurs d'université comme étant foncièrement raciste, parce que se construisant sur une opposition entre la civilisation et les barbares, avec cette vision linéaire de l'évolution du progrès, etc. Et donc, je me souviens très bien avoir lu une fois un article d'un universitaire qui expliquait que la notion même d'intelligence était une violence coloniale, parce que voilà, l'intelligence s'était constituée à l'époque des Lumières en opposition aux barbares qui étaient forcément le sauvage, etc. Donc, quand on en vient à l'université elle-même, qui est censée être le lieu d'intelligence, qui déconstruit cette notion même, on se dit qu'on est quand même à un point de bascule, et qui, derrière, en fait, amène à systématiquement, en fait, tout penser en termes de décoloniser la pensée. Donc, dans ce contexte, effectivement, on a l'homme blanc qui est systématiquement présenté comme menteur, manipulateur, spoliateur. Et donc, on parlait vous me demandiez de mon point de vue sur la pop culture. Enfin, c'est pas un point de vue, c'est de fait par les plateformes de streaming, il y a une vraie volonté de se montrer inclusif dans la diversité, dénonçant toute forme d'oppression. On a vu depuis une dizaine d'années se multiplier en fait toutes les séries qui cartonnent et qui font le buzz sont systématiquement des séries dans lesquelles l'homme blanc est présenté comme alors donc l'homme blanc hétéro et cisgenre est présenté comme le vilain spoliateur qui doit toute sa richesse à un mensonge qu'il s'agirait de révéler et de dénoncer. Donc je vous parlais dans la préparation par exemple de Euphoria, qui est une série vraiment phénoménale au sens de phénomène générationnel, hein, qui par ailleurs pas inintéressante, notamment dans sa première saison. Donc déjà c'est une série dans laquelle tous les personnages blancs sont alors, soit un peu redneck, victime de la crise d'opioïdes, donc il y a un personnage de dealer comme ça qui est complètement à la ramasse tout le temps, soit de pervers, pédophile, donc violent, donc c'est le père d'un des héros dont on découvre qui se tape des petits jeunes qui rencontrent sur les réseaux, soit donc pareil, enfin violent, violeur, donc là c'est l'ex petit copain de l'héroïne. Joué par Zendaya. Donc tous les autres sont des personnages issus de la diversité qui, eux, ont des problèmes mais sont globalement excusés de par leur nature inclusive. Et dans le numéro spécial de Noël, vous savez, les Christmas Special que font beaucoup les séries, on rencontre le seul personnage positif, vraiment positif de la série, c'est le parrain dans le cercle de Addict Anonyme, puisque donc elle a des problèmes de drogue, qui est joué par un black muslim qui va lui tenir tout un discours sur voilà la sagesse, l'acceptation de soi, voilà vivre suivant des principes, qui par ailleurs a un discours pas condamnable, hein. Mais voilà, donc c'est un exemple. Vous avez exactement la même chose dans Glass Onion, qui est donc le numéro 2 de À couteau tiré, énorme succès de la plateforme Netflix au Nouvel An, non pas le dernier, mais le précédent, avec Daniel Craig, où à nouveau, donc c'est un jeu de à couteau tiré, vous savez, c'est un who done it. Donc il y a un crime, il faut savoir qui l'a fait, c'est un peu un jeu de Cluedo
en version filmique. Et donc voilà, tout le propos du film, c'est que le milliardaire de la tech, donc vous voyez le GAFA, etc., dans la propriété incroyablement riche dans laquelle se trouve et se passe l'action, en fait a volé son idée et donc doit toute sa fortune au vol d'une idée à une petite black jouée par Janelle Monáe, que par ailleurs j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc à nouveau on est dans la dénonciation, puisque derrière c'est la spoliation évidemment de l'Afrique, hein, et donc le fameux débat autour des réparations aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a quand même des militants en Californie qui demandent à ce que tous les Noirs issus de l'esclavage reçoivent une pension à vie en compensation des spoliations dont ils ont fait. Mais vous prenez aussi dans les dessins animés, dont je vous parlais par exemple, parce qu'on va rire un peu, hein, bon, le sujet est très grave, mais on peut quand même s'amuser. Trolls, c'est un grand succès de l'animation, adapté des petites figurines que les enfants aiment beaucoup. Et donc, je sais plus si c'est dans le 2 ou le 3. Tout le film, donc ça se passe beaucoup autour de l'univers de la musique. Tout le film consiste à montrer que la musique blanche a tout volé au noir. Le funk, le rock, donc on sait, hein, il y a beaucoup de militants qui dénoncent le fait que Elvis, en fait, il a juste blanchi la musique des Noirs. Donc là, tout le film, en fait, consiste à montrer que toute la pop musique blanche, en fait, est issue d'une spoliation de l'âme noire, black américaine. Donc c'est pas totalement faux, parce que c'est vrai qu'il y a une... Mais c'est présenté vraiment comme une spoliation plutôt qu'un échange, un enrichissement, voilà, qui est quand même un peu l'histoire de la musique. Je vous parlais de la professeure de piano Nina Simone, qui est une juive, voilà, qui lui a tout appris. C'est juste un exemple. Il y a aussi la reine. Il y a aussi Pardon, la Reine des Neiges. oui, Vous alors avez parlé de la Reine des Neiges. Oui, vous avez réagi quand on a préparé ça. Donc dans le numéro 2 de la Reine des Neiges, donc idole des enfants, hein, le numéro 2 de la Reine des Neiges démontre, enfin explique à nouveau, enfin toute l'intrigue consiste à révéler que le royaume de la Reine des Neiges repose à nouveau sur une spoliation de ce qu'on comprend être les Native Americans, donc les premiers Américains, Native Americans. Et donc on aurait en plus, quel est le terme, blasphémé, enfin sacrilège de la forêt sacrée dans laquelle voilà ils vivaient en harmonie absolue. Et puis les Blancs sont arrivés et ont bâti leur royaume. Donc pareil, à nouveau, spoliation, mensonge, violence coloniale. Alors, vous prenez le dernier exemple, Pauvre créature, donc Lion d'or à Venise en 2023 avec Emma Stone, par ailleurs formidable. C'est pareil, vous avez à nouveau l'homme blanc, en tout cas celui qui n'est pas soit métis, soit lui-même le fruit d'une monstruosité, voilà, l'homme blanc est violent avec ses domestiques, violent avec les femmes, menteur, manipulateur, et finit avec on lui greffe une cervelle de biquette au fond du jardin, tandis que l'héroïne va être initiée au socialisme, puisque c'est quand même comment dire, l'horizon rêvé de toute la gauche américaine, c'est ce socialisme-là. Elle est initiée au socialisme à Paris par une noire lesbienne. Donc on a là vraiment toute la pensée intersectionnelle qui est comme ça concrétisée dans une histoire par ailleurs pas inintéressante. Mais donc voilà, c'est juste des exemples. Hein, mais Merci beaucoup parce que ça nous donne vraiment une idée à différents niveaux, comment dans l'environnement, comment dans l'université, comment jusque dans les productions culturelles, y compris les dessins animés pour les enfants, tout ça est vraiment pénétré. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est de savoir comment expliquer qu'Israël soit devenu finalement la cible toute trouvée de ce mouvement woke. Nicolas Chemla. Oui, alors bon, il nous reste pas énormément de temps, donc c'est très compliqué, mais je voulais vous donner un exemple lié à donc dans l'actualité du week-end, puisque nous sommes mardi, je ne sais pas quand les auditeurs regarderont mais bref, le week-end dernier, donc il y a eu des manifestations en Australie. L'Australie se déchire, en fait, l'Australie dans laquelle le
wokisme. Alors, petite parenthèse, aujourd'hui, les militants de gauche vous disent que wokisme, c'est un mot de Zemmour et de Pascal Praud, et que c'est une invention, un fantasme de l'extrême droite. Pas du tout. Il faut quand même préciser. Alors, certes, le mot est un peu passé de mode, mais il faut quand même dire qu'à l'origine du mouvement Black Lives Matter, il y a un documentaire qui s'appelle Stay Woke, et l'expression était en 2015-2016 complètement revendiquée par toute cette partie de la gauche américaine qui est devenue donc très présente dans la production culturelle. Et donc, il ne s'agit pas de le dénoncer ou pas, juste de constater que c'est ça qui se passe. Mais donc, l'Australie le wokisme là-bas est très présent. Et l'Australie se déchire depuis quelques années autour de la fête nationale qui, en fait, célèbre l'arrivée des colons anglais sur la terre australienne. Et une partie de la population, notamment urbaine, dénonce, dit que ça devrait pas être une fête, que c'est un jour de deuil, un peu comme ce qui se passe aux États-Unis autour de Columbus Day et de Thanksgiving, donc qui sont pas des fêtes nationales, mais qui sont quasiment des fêtes nationales pour les Américains, où on dit mais non, attendez, on célèbre le début d'un génocide, on reviendra peut-être sur le terme génocide, et donc on ne devrait pas faire la fête, ça devrait être un jour de deuil. En Australie, c'est la même chose, on dit Invasion Day, c'est un massacre, et donc dans les manifestations, il y avait plein de drapeaux palestiniens, et vous aviez des manifestants palestiniens et blancs australiens qui disaient voilà, nous en fait notre combat est le même, et un manifestant palestinien disait votre Invasion Day c'est l'équivalent de notre Nakba, donc le massacre originel entre guillemets, pas entre guillemets massacre, mais originel entre guillemets, puisqu'on sait bien que l'histoire est plus longue que ça, de l'arrivée pas l'arrivée, mais la création de l'État d'Israël. Et donc là, je sais pas, moi, les bras m'en tombent. C'est-à-dire qu'on fait le parallèle, et personne ne conteste ça dans la manif, tout le monde trouve ça normal, que le parallèle est totalement établi et a raison d'être. On établit le parallèle donc entre l'Empire britannique qui envoie ses prisonniers sur une terre avec laquelle ils n'ont rien à voir, qu'ils considèrent comme étant vierges officiellement, et donc qui se lance de fait dans un massacre assez violent des aborigènes. On établit un parallèle entre cette situation-là et le rapport du peuple juif à Israël. Donc, qu'il y ait eu violence ou pas dans l'histoire du XXe siècle, notamment en Israël, et puis notamment après la Deuxième Guerre mondiale, c'est indiscutable. Mais d'aller effacer complètement le fait qu'il y ait, avant 1945, 1948, et y compris même avant Théodore Herzl, qui ait pu avoir le moindre rapport entre le peuple juif et Israël, est totalement effacé. Alors, c'est même pas que c'est contesté, on n'en parle pas, c'est un non-sujet. Donc, je sais pas si ça répond à votre question, mais de fait... Disons que la question est de savoir si est-ce que pourquoi le juif serait-il finalement au sommet de cette pyramide du blanc manipulateur, etc., pervers dont vous parliez. C'est ça la question. En tout cas, c'est ce qui se passe. On a l'impression que c'est ce qui se passe. Il est placé comme... Il faudrait rentrer dans les détails des rapports entre les juifs et les noirs aux États-Unis, qui est assez complexe et beaucoup plus ambigu et mutuellement enrichissante que ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, ce qu'on peut croire aujourd'hui. Pendant longtemps, en fait, jusqu'à globalement la Deuxième Guerre mondiale, où on va dire plutôt les années 60, ils vivent ensemble, noirs, juifs, italiens, irlandais, vivent ensemble dans les slums, qui s'appellent pas encore des ghettos. L'importation d'ailleurs du terme ghetto date à peu près des années 30-40, avec les premiers universitaires blacks américains qui s'inspirent de l'histoire des juifs en Europe pour faire passer cette idée qu'il y a une oppression systémique voilà, mais donc ça c'est pas un autre sujet, mais ça montre bien quand même l'inspiration réciproque. On sait également que l'histoire de l'esclavage, et les mouvements des droits civiques américains s'inspirent de l'Exode. Donc Let My People Go, When Israel was in Egypt Land, c'est un hymne des droits civiques qui vient donc de l'histoire juive. Il y a une inspiration comme ça réciproque, et puis en fait après il y a une séparation donc qui est liée à plein de facteurs démographiques, économiques, de l'histoire de l'économie américaine et des villes américaines, avec un déplacement en fait des juifs et des Italiens
vers les banlieues qui sont donc plus cossues, parallèle à un mouvement des Noirs du Sud américain qui vont investir entre guillemets les centres-villes des villes du Nord-Est et qui eux en fait sont totalement démunis alors que les Juifs italiens et irlandais, ça fait quand même 2 ou 3 générations qui sont insérés dans la population. Et donc là, à partir de là, commence à se creuser l'écart. Et puis vous ajoutez à ça le poids de Nation of Islam et Louis Farrakhan, qui lui est très violemment antisémite dans l'imaginaire black américain et notamment après les années 90 où il y a une espèce de réappropriation de cette histoire et de ce courant de pensée qui est de plus en plus prégnant notamment dans le hip-hop via par exemple un groupe comme Public Enemy qui a eu donc affaire à la justice pour des propos très clairement antisémites. Donc tout ça fait que en fait voilà, il y a un rapport comme ça ambigu entre les Noirs et les Juifs. Un autre exemple de cette ambiguïté qui va vraiment dans les deux sens, c'est que une des fondatrices de Black Lives Matter est une Noire américaine de la Bay Area qui se revendique comme queer et qui se revendique comme juive. Elle a été adoptée par un couple de hippies juifs dans les années 60, comme pas mal de... il y a eu toute une partie des blacks de la Bay Area qui ont grandi dans des familles juives. Et donc ça va jusqu'à aujourd'hui une contestation même de la Haggadah, le Seder de Pessah, quand on raconte la sortie d'Égypte. Il y a une scène très drôle dans un livre que je recommande qui s'appelle Mécanique de la chute de Seth Greenland, The Hazards of Good Fortune en anglais. Donc c'est un juif américain assez aisé dont les enfants sont totalement dans cette génération woke, nouveau militantisme gauche américain. Et donc il invite à Pessah, il invite sa fille qui est lesbienne et donc qui sort avec une black américaine très woke Black Lives Matter avec son afro en hommage à Angela Davis, etc. Et donc elle interrompt, cette jeune noire américaine interrompt le Seder de Pessah en disant ça suffit cette histoire d'esclavage, l'esclavage c'est notre Shoah à nous et donc vous pouvez pas vous approprier c'est un pan entier de l'identité noire américaine et voilà donc ça c'est cocasse. Alors une toute dernière de cette concurrence mémorielle en fait. Une toute dernière question, Nicolas Chemla. Vous, dans un texte à paraître prochainement, vous dites à propos de l'idéologie contemporaine, alors au sens large, il s'y manifeste un refus de l'histoire, devenu un concept de blanc et de vieux con. Le temps n'a plus l'air de rien, ou encore l'ère du temps est révolue. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Wow. Alors bon, je vais essayer de faire court. En quelques mots. C'est un texte effectivement. Parce qu'on n'a plus le temps justement. Oui, c'est un texte qui devrait paraître dans quelques semaines, j'espère. Mais voilà. Et je crois qu'effectivement, pour plein de raisons. Alors, je suis pas le premier à dire. On a beaucoup parlé. Virilio, par exemple, a parlé de l'accélération de l'histoire. L'asymptote de l'accélération, c'est le temps permanent. Je ne vais pas rentrer dans démonstration, mais on sent bien on vit tous, on est tous pris par l'algorithme et par les écrans dans une espèce de présent permanent où en fait une indignation succède à l'autre et puis on dévore comme ça des vidéos, mais on voit bien que le rapport au temps s'est totalement rétréci. D'ailleurs, Facebook joue beaucoup de ça en vous proposant des souvenirs et puis vous voyez qu'il y a déjà 12 ans, vous partagiez les mêmes indignations et finalement, on est tous bloqués comme ça dans ce temps permanent. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est le rapport à l'histoire, effectivement, où je vous parlais tout à l'heure donc de professeurs d'université qui vont vous expliquer que les Lumières sont à rejeter parce qu'elles sont le fait de blancs racistes et coloniaux, et colonialistes. L'histoire elle-même est rejetée parce que elle est écrite par les vainqueurs. Et elle est écrite par des blancs et donc tout est et donc c'est même plus il s'agit même plus de la contester ou de la réécrire. C'est aujourd'hui on a affaire à toute une partie de la jeunesse qui veut même plus en entendre parler. C'est-à-dire c'est bien en même temps, ils sont tournés vers l'avenir, donc pourquoi pas. Mais non, mais il y a plus d'histoire et on a l'impression qu'il y a plus non plus de projection vers l'avenir. Précisément, il y a une sorte de présentisme dont vous parliez. Moi, je pense que
Sinon, de par les algorithmes, on est tous encouragés à s'enfermer dans une identité figée. C'est aussi pour ça que je parlais tout à l'heure de la déconstruction mal comprise. Parce que donc moi, je vous disais, j'ai étudié à la SOAS, j'ai été très derridéen dans les années 90. Et la déconstruction, c'est exactement l'inverse de cet enfermement dans l'identité. La déconstruction déconstruit l'identité en permanence. C'est-à-dire que la déconstruction, c'est une pensée du jeu, de la danse, et donc qui ne s'arrête jamais. Et or, aujourd'hui, la déconstruction est utilisée pour donc, déconstruire la domination masculine, blanche, coloniale, occidentale, et pour offrir en échange des identités figées. Puisque quand on vous parle d'appropriation culturelle, par exemple, c'est bien qu'il y a d'un côté une culture qui est figée, de l'autre une culture qui s'approprie d'autres, et donc chacun comme ça est enfermé dans son identité perpétuelle. Donc c'est pour moi l'inverse, c'est une mécompréhension totale de la pensée de Derrida. Mais en plus de ça, je crois que les jeunes aujourd'hui se constituent des identités par les réseaux sociaux. Donc voilà, ils ont une espèce de catalogue de skins, hein, comme on appelle dans les jeux vidéo. On va dire voilà, moi je suis ça, moi je suis comme ça. Et en fait, la manière dont l'algorithme fonctionne, il faut constamment aller plus loin dans la revendication de cette identité. Vos followers ne vont pas vous suivre si vous commencez à contester ou à questionner ou à vous mélanger à d'autres. Et donc, en fait, il faut travailler le même sillon. Et donc, c'est en ça que pour moi, il y a un enfermement dans le présent permanent, parce que l'aventure individuelle, et la maturité, on va dire peut-être, consiste à être en évolution permanente, à reconstruire, à déconstruire et reconstruire en permanence son propre jeu, et à se nourrir d'échanges et de. Or là, pas du tout. Chacun est dans son bloc, dans sa communauté, où tout le monde se regarde en miroir et va dénoncer la moindre trahison à la pensée. Alors, pour finir, je crois que donc je vous parlais tout à l'heure de la violence des hashtags. En fait, ça participe du même mouvement. Hein. Donc, enfermement dans une pensée hashtag, enfermement dans une pensée figée. Moi, j'ai dénoncé dès 2016 dans un livre qui s'appelait Bienvenue dans le monde bourgeois bourrin. Donc, je vous invite à aller regarder sur Internet. Pourquoi ça a pu être présenté comme une prophétie électorale par Libé, par exemple. Je dénonçais justement ce refus de la nuance. Cette pensée en fait très brutale. Hein, pourquoi bourgeois bourrin? Parce qu'il y a une espèce de bourrinisme de la pensée qui consiste à caricaturer tout, à simplifier tout, à tout réduire à une espèce de hashtag, et qui du coup débouche nécessairement sur une espèce de conflit permanent. Et je crois que le seul espoir qui nous reste, je pense qu'on est très nombreux encore, mais c'est justement d'avoir des fenêtres comme celles que vous ouvrez avec Mosaïque, où on puisse espérer discuter, enfin sortir justement du hashtag et raconter des histoires peut-être un peu plus subtilement ressenties, enfin en tout cas personnellement ressenties. Voilà, je ne sais pas si ça. Ce que vous avez fait magnifiquement. Merci beaucoup. Merci Nicolas Chemla de nous avoir accordé cette entrevue. Merci à tous pour votre attention. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu. En discuter aussi avec d'autres. Abonnez-vous à Mosaïque, activez la cloche pour être informé de nos productions dès leur parution. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire, continuer le débat. Votre soutien nous est très précieux. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, et pour suivre nos prochaines interviews, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.